À chaque rupture technologique majeure, on voit apparaître des discours alarmistes, des peurs sur les conséquences ou des doutes sur la nécessité des innovations. Lors de l'introduction de l'électricité dans les foyers au 19e siècle, les gens craignaient pour leur sécurité. On était préoccupé par le risque d'électrocution, d'incendie causé par les fils électriques et le danger de la lumière électrique sur la santé oculaire. Lorsque le train est apparu, certains craignaient que les passagers ne puissent tout simplement pas respirer ou que leur corps ne puisse pas supporter des vitesses élevées et seraient écrasés par la pression. On pensait aussi que le paysage défilant rapidement pourrait rendre les gens fous. À la fin des années 1876, William Horton, président de la Western Union Telegraph Company, a commis l'une des erreurs les plus coûteuses de l'histoire des affaires américaines. Il a refusé d'acheter les brevets de l'inventeur Alexander Graham Bell, dont le téléphone, pour 100 000 $. Horton, président d'un empire de télégraphe bien établi, ne voyait pas l'utilité de ce qu'il appelait un jouet électrique. Pour lui, le téléphone n'avait aucune valeur commerciale. Alors, William Horton, c'était un homme brillant et nous commettons tous ce genre d'erreur. L'innovation, tout le monde l'appelle de ses voeux, mais a priori, elle est globalement rejetée et critiquée, et quand elle se diffuse massivement, tout le monde trouve ça normal a posteriori. L'intelligence artificielle n'échappe pas à ce type de réaction. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce rapport très particulier que nous avons avec la technologie. Je vous propose de prendre un peu de recul pour mieux cerner ce moment singulier de l'histoire de l'humanité, l'entrée dans la révolution cognitive avec l'IA. Mais avant, j'ai un petit service à vous demander, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne. Alors tout d'abord, ce n'est peut-être pas le plus évident à cerner, mais nous sommes le fruit de la technologie. Plus exactement, notre espèce Homo sapiens, c'est le résultat d'une coévolution gène-culture. Cela a démarré il y a 3 millions d'années par la première taille d'un outil en pierre. Avec cet outil, nous avons eu moins besoin de nos dents, ce qui a transformé nos mâchoires, et la manipulation d'outils a même transformé nos mains. Et pour gérer cette main, notre cerveau s'est modifié. Puis en maîtrisant la cuisson des aliments, nous avons eu moins besoin d'énergie pour digérer, libérant de l'énergie pour le cerveau, et ainsi de suite. Créer des outils, les utiliser, les améliorer, les diffuser, c'est dans notre nature. Un enfant humain reconnaît du premier coup d'œil si un objet est naturel ou non. C'est inscrit dans nos gènes. Et en majorité, la première question c'est: à quoi ça sert? L'humanité a toujours utilisé la technologie pour résoudre des problèmes et répondre à ses besoins. On est aussi très curieux, on veut tout comprendre, tout tester, tout explorer. Certains reprochent que nous soyons des technosolutionnistes, c'est-à-dire qu'on a tendance à tout vouloir corriger par la technologie. Par exemple le réchauffement climatique, surtout que nous l'avons engendré par la technologie. Mais en fait, on peut pas nous séparer de la technologie. L'IA, elle présente aussi un défi, car il va devenir extrêmement facile de générer des fausses informations ou d'usurper la voix ou l'image d'une personne. Mais c'est le même défi que la première taille d'une pierre il y a des millions d'années. Avec la création du biface, on pouvait améliorer son repas, comme l'utiliser comme une arme pour tuer son ennemi. Tout est affaire d'équilibre. On doit être suffisamment libre pour innover et suffisamment régulé pour éviter les désastres. Mais justement, l'humain a cette capacité de prendre du recul et de se poser des questions. Comme l'a si bien dit le paléontologue Yves Coppens, l'humain abuse souvent de sa liberté, puis il se rend compte qu'il est responsable et donne un grand coup de frein. Nous avons dû à maintes reprises dans notre histoire gérer les conséquences de nos inventions. Par exemple, l'invention des réseaux sociaux a ouvert des possibilités inédites de communication, mais leur utilisation abusive a aussi mené à des problèmes de désinformation, d'atteinte à la vie privée et de cyberharcèlement. La technologie, elle est toujours neutre au départ, et c'est son usage qui peut en faire ou pas un progrès. Je suis né en 1976 et j'ai grandi dans une société qui idéalisait l'an 2000. On imaginait des voitures volantes, des robots domestiques et une vie presque entièrement automatisée. Marty McFly dans Retour vers le futur découvrait en 2015 des voitures volantes, des overboards et des vêtements auto-ajustants. C'est une illustration parfaite de la façon dont nous avons tendance à mal anticiper les effets des nouvelles technologies. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, on a tous des biais cognitifs qui nous empêchent de voir clairement l'avenir. Nous voyons les choses de manière linéaire, après tout, le temps défile toujours à la même vitesse, il y a toujours 24 heures dans une journée terrienne, et ce n'est pas prêt de changer. La technologie, elle suit une trajectoire exponentielle. Plus on avance en temps, et plus cela s'accélère. Aussi, on oublie que la techno, elle agit directement sur nos sociétés. Ce sont des outils, mais ils ont des répercussions culturelles, voire politiques. Jean-Michel Jarre, le compositeur d'Oxygène, a cette phrase très juste: la technologie crée le style et pas l'inverse. Cela nous amène à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous entendons toutes sortes de prédictions sur l'IA, de la plus utopique à la plus apocalyptique. Mais si l'histoire nous a appris une chose, c'est que nous avons probablement tort dans nos prédictions. L'IA ne va pas remplacer tous nos emplois, mais elle va certainement en changer beaucoup. Elle ne va pas résoudre tous nos problèmes, mais elle a un potentiel énorme pour nous aider à relever des défis complexes.
Alors comment on peut mieux anticiper les effets de l'IA? La première étape, c'est l'éducation. Nous avons besoin d'une compréhension nuancée de ce que l'IA peut et ne peut pas faire. À mes clients, je leur propose des masterclass, des séances de découverte et d'exploration collective. Concrètement, cela leur permet de lever les ambiguïtés et de mieux cerner le potentiel des IA génératives, d'imaginer comment les utiliser pour améliorer la productivité et la créativité de leurs organisations. Certaines sociétés offrent l'abonnement à ChatGPT+, et c'est une super initiative, mais la plupart du temps, les salariés se retrouvent comme une biche prise dans les phares des voitures, car il leur manque les codes, les schémas mentaux pour savoir exactement quoi en faire. ChatGPT, c'est un ovni, cela ne ressemble à rien de connu. La notion collective est essentielle, il ne faut surtout pas réserver l'IA à une seule personne ou à un seul département. C'est souvent le réflexe de l'entreprise. À un problème, on nomme un responsable et hop, on pense que le tour est joué. C'est oublier à nouveau une caractéristique de l'humanité. Nous n'avons survécu que grâce à l'intelligence collective, à cette capacité inédite de collaboration et de coordination. L'approche doit être interdisciplinaire et à tous les niveaux de l'entreprise. Ainsi, même si nous ne pouvons pas prévoir parfaitement l'impact de l'IA, nous avons le pouvoir et la responsabilité de comprendre et de guider l'impact de l'IA sur nos organisations. L'intelligence artificielle a été pensée, voire rêvée par les fondateurs de l'informatique dès les années 50. On parlait alors de cybernétique. Comment se faire comprendre naturellement de la machine? Comment en faire un partenaire cognitif de l'humain? C'était déjà les premiers objectifs de cette nouvelle discipline. Je suis persuadé que cette période de 75 ans tiendra dans un seul paragraphe des manuels d'histoire dans 200 ou 300 ans. Par exemple, on dit souvent c'est la révolution 3.0, la 4.0 pour marquer le changement. Mais tout ça, c'est une seule et même histoire. Comme je l'ai déjà dit, l'innovation, ça reste une marche dans l'inconnu. Rappelez-vous de Steve Jobs avec l'introduction de l'iPhone. Il nous a dit que cela allait changer le monde, mais il nous a jamais décrit ce monde. L'IA ne fait pas exception à cette règle. Pourtant, si nous voulons maximiser les opportunités offertes par l'IA, il est impératif de guider son développement. Cela passe par une réglementation intelligente qui permet d'innover tout en garantissant la sécurité et le respect des droits de l'homme. Cela implique également la promotion de l'équité et de l'inclusion pour que les bénéfices de l'IA soient partagés équitablement et non monopolisés par une élite. Et surtout, cela nécessite d'investir dans l'éducation et la recherche pour continuer à pousser les limites de l'IA. Il faut s'emparer de cette technologie. Il ne faut pas se laisser embarquer par tel ou tel narratif. Les moyens mis sur la table sont tout simplement colossaux. On est dans une guerre économique à coût de milliards d'euros. L'IA, c'est une autre technologie que nous avons créée qui a le potentiel de nous façonner en retour. Ce n'est pas une mode, mais un aboutissement de 75 ans de travaux et de recherche en informatique. Cela marque le début d'une nouvelle ère. Yann LeCun, le patron scientifique de Meta, parle même d'une nouvelle renaissance. Nous pouvons tous guider cette transformation pour le meilleur. Mais pour ça, il faut deux choses. 1. En avoir conscience. Et 2. S'en emparer. Je vous dis à très bientôt.